Donc bonjour à tous. Ce rendez-vous du Conseil scientifique qui va nous être présenté par Christian Després, qui devait initialement commencer à midi, va pouvoir vous être présenté. Effectivement, on a eu une petite erreur de communication sur les réseaux sociaux, donc j'imagine Christian qu'il y aura une petite salve de personnes qui arriveront autour de midi 30. Je vais te laisser introduire juste pour vous prévenir tout ce replay, ce rendez-vous du conseil scientifique qui va être enregistré. L'intérêt primaire, c'est de faire ce webinaire en direct, mais il y a un second intérêt, c'est de valoriser ce webinaire sur nos réseaux sociaux, donc sur YouTube. Donc, il sera disponible sur YouTube comme tous les autres qui ont été faits avant. Donc, c'est le quatrième rendez-vous du conseil scientifique ce mois-ci. Il y en aura encore un le mois prochain sur lequel on va communiquer. Donc, vous n'hésitez pas à retrouver ce rendez-vous du conseil scientifique à partir de cette fin de semaine et tous les autres sur notre chaîne, sur notre chaîne YouTube de l'AFPSNT. Christian, je te laisse démarrer. Merci Tom. Donc cette séance du conseil scientifique va être dédiée à la prise de décision stratégique. Je remercie Tom d'avoir organisé et je remercie Myriam Merad pour l'animation constante du conseil scientifique. Dans le prolongement de la problématique de la prise de décision, nous aborderons le projet Sanctum, qui fut pour nous un projet emblématique dont je vais parler, qui revendique d'être une déclinaison avancée de cette problématique de la prise de décision stratégique. D'abord, je me présente en deux mots. Je suis actuellement pilote de la mission internationale de la FPCNT. Et auparavant, pour le projet qui nous concerne, j'ai été chef de la mission des études du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'écologie. Et à ce titre, j'ai siégé pendant plus d'une dizaine d'années en cellule interministérielle de crise. Alors, je vais maintenant mettre en ligne mon diaporama et puis on se reverra juste après, là. Donc, j'y vais, partager. Voilà. Alors, dans le cadre de mes fonctions, là, j'ai participé à de multiples gestions de crise au niveau gouvernemental, que ce soit au sein du ministère chargé de l'écologie ou au sein de la fameuse cellule interministérielle de crise dont on parle maintenant de plus en plus, ce qui m'a amené à travailler sur les thèmes d'aujourd'hui et à l'approfondir du niveau conceptuel jusqu'au niveau opérationnel. L'aide à la décision est également dans l'ADN de la FPCNT. Mieux comprendre, mieux prévenir, c'est ce qui détermine la capacité de voir à l'avance. Se projeter dans l'avenir a de tout temps été une préoccupation constante pour des raisons physiques, mais aussi métaphysiques. Pour s'en tenir à la première raison, laissant la seconde aux philosophes ou aux clercs, c'est un enjeu de pouvoir majeur. Personnellement, c'est un acte de réflexion qui m'a durablement passionné. Et j'ai eu la chance d'exercer un premier métier, un des rares dans lequel on réalise des anticipations rationnelles. Ce métier, c'est la météorologie. J'ai retrouvé cet intérêt augmenté d'une grande nécessité en gestion de crise au travers de la fonction anticipation que je mets ici entre guillemets. Mais cette notion d'anticipation, si elle est générique dans la vie courante, elle devient spécifique dans la gestion de crise. Là se pose une question de temporalité. Dans notre acception du terme anticipation en gestion de crise, se trouve désigné le moment d'efficience pour la prise de décision stratégique. Donc, examinons cette question de temporalité. D'abord, à froid, dévisager l'avenir, c'est faire de la planification. C'est ce qu'on appelle la situation de paix. Ça n'est pas ce qui nous intéresse sur ce graphique, puisque à ce moment-là, en situation de paix, on a le temps de faire tout ce qu'on veut. À chaud, comme sur ce graphe, la phase zéro de l'anticipation, c'est l'exploitation de la situation. Alors, dans de nombreuses salles de crise stratégique, l'anticipation n'est pas reconnue comme une étape clé. Dans notre conception que nous avons développée en CIC et qui a été ensuite intégrée par le SGDSN, l'anticipation comporte au contraire un fort niveau d'exigence. Ce n'est pas seulement prolonger par continuité la situation actuelle en l'extrapolant dans le temps, ce que j'ai marqué ici avec le petit plus, c'est aussi voir ce qui ne peut être vu et envisager les conditions et les conséquences des décisions permettant de sortir de la crise. Cette exigence peut être décrite par le terme prévision, assez répandu en météorologie, et au-delà par le terme prédiction, mais qui ne comporte ce dernier terme que des composantes rationnelles, le terme prévision, à la différence du terme prédiction.
Et d'ailleurs, dire à un prévisionniste météo qu'il fait de la prédiction ne lui fait jamais plaisir. Au-delà, on trouve la prospective, qui se donne pour exigence de voir dans un futur plus profond, mais elle renonce alors à la consistance opérationnelle que l'on veut attribuer à l'anticipation de crise. Plus loin, et pour être complet, on peut citer la prophétie, mais on n'en parlera pas ici. Retenons donc que l'anticipation de crise, pour répondre aux exigences de la prise de décision, se doit à la fois d'être conceptuelle et opérationnelle, ce qui veut dire qu'elle doit être effectuée sous une forte contrainte de temps. Il ne s'agit pas de prendre la meilleure décision possible dans l'absolu, mais la meilleure que l'on est capable de faire émerger dans le temps imparti, parfois 2 ou 3 heures. Et c'est typiquement le schéma qui se passe en CIC, c'est-à-dire à 9h, 8h30, 9h, on a fini le café et on entre en travail de cognition. Et puis on nous dit, bah, écoutez, il faut rendre quelque chose pour 11h30 parce que le chef de l'État sera là à 12h et on va lui mettre sous les yeux. La gestion opérationnelle des crises au niveau gouvernemental repose communément, dans la plupart des pays, sur la convergence de plusieurs équipes. L'équipe situation, donc, qui produit un point le plus précis possible sur les événements, et à un niveau rationnel, scientifique, technique, économique, donc quantitatif. L'équipe communication, qui recueille des informations à caractère médiatique, elle s'approche du plan politique, elle produit des recommandations aux autorités et des communiqués de presse. C'est elle qui fait le langage, hein, comme on dit communément. Mais depuis récemment, elle est aussi à l'écoute des influenceurs pour avoir le feedback de ce qui se passe dans la situation de crise auprès d'une population la plus large possible. Et puis l'équipe décision qui regroupe des décideurs de haut niveau, administratifs et politiques. Cette équipe peut être présidée par le président de la République lui-même ou le Premier ministre dans des situations très graves. Il y en a eu ces 10 dernières années. La plupart du temps, elle est présidée par le ministre de l'Intérieur ou son représentant direct. Cette organisation est classique et n'est certainement pas particulière au gouvernement français. Reste à mentionner une équipe particulière, l'équipe anticipation. Son objectif est de se projeter dans le futur avec exigence et réalisme. Son but est de produire des scénarios destinés à éclairer les décisions du pouvoir politique, décisions qui pourront avoir un impact fort sur les populations, comme typiquement l'évacuation d'un territoire en réponse à l'exposition à un danger majeur, comme ce peut être le cas en matière nucléaire. Initialement, l'équipe anticipation de la CIC travaillait de manière relativement empirique. Quand je dis initialement, c'est disons 2012-2013. Plusieurs méthodologies ont été développées, mais de manière très théorique, sans déboucher sur des productions suffisamment opérationnelles. J'ai eu parfois la sensation que la synthèse entre le conceptuel et l'opérationnel était une difficulté majeure. En termes simples, les professionnels de la gestion de crise consacrent peu de temps au développement de leur mission. Et ceux qui se disposent de ce temps de développement, typiquement les académiques, ont peu d'expérience en gestion stratégique de crise, et j'en ai peu rencontré en CIC pendant une dizaine d'années. Ce constat a trouvé son compromis avec l'équipe de gestion de crise du ministère de l'écologie, qui peut se prévaloir de disposer des 2 formes d'expérience, cocorico, ce qui a donné lieu au lancement du projet Sanctum. Sanctum pour système d'anticipation de crise par traitement uchronique modélisable. Tenez-vous bien. Ce projet a été lancé en 2015 avec le soutien au départ du Conseil supérieur de l'information et de la recherche stratégique, le CSFRS, alors présidé par Alain Bauer. Le terme uchronie se substitue ici au terme scénario, qui lui-même est trop empreint de subjectivité, une subjectivité qui n'est pas favorable à la pertinence de la décision en gestion de crise. Le projet Sanctum s'appuyait sur un large consortium composé de chercheurs et de praticiens, consortium également franco-allemand avec la Freie Universität et l'Institut Fraunhofer de Berlin, qui ont été rejoints par l'Université de la Bundeswehr de Munich. Les travaux de Sanctum se prolongent actuellement au sein du Labo Crise et du Crisis Lab de Sciences Po. Prenons maintenant un peu de recul avec une vue synoptique sur l'organisation gouvernementale de la gestion de crise au sein de la cellule interministérielle de crise, donc la CIC. Vous voyez ici la nébuleuse des centres ministériels nationaux, centrés sur la CIC, avec une coordination possible avec les centres de crise alliés sur la droite. Cela peut surprendre, mais cette organisation est relativement récente en France.
datant formellement, donc, je l'ai dit, du début des années 2010, avec la publication de la fameuse circulaire sur la gestion des crises majeures. Bien sûr, en soi, la gestion de crise n'est pas une activité nouvelle. La plupart des organisations en ont fait de tout temps, de manière naturelle ou spontanée, un peu comme M. Jourdain, vous connaissez la suite. Mais le besoin s'est fait sentir de la structurer le plus rationnellement possible au niveau gouvernemental. Le but était notamment de coordonner les différents centres de crise ministériels et d'organiser la subsidiarité avec eux et avec le niveau déconcentré. Comme je participe depuis une dizaine d'années, comme je vous l'ai dit, aux salles de crise gouvernementale, j'ai été à m'interroger sur l'efficacité d'une telle organisation. Selon mon constat que j'ai ébauché dans ce qui précède, les hauts décideurs disposent d'une très faible assistance rationnelle pour prendre des décisions qui peuvent être très, très importantes pour la population. Enfin, en gros, si je voulais être simpliste, on travaille aujourd'hui comme au Moyen-Âge, indépendamment de tous les moyens on travaille aujourd'hui comme au Moyen-Âge en matière de décision finale, indépendamment des moyens dont on dispose. Le Covid fut en cela une situation caractéristique. Deux scénarios pouvaient être considérés. Le premier consistait à se méfier d'une fausse alerte qui risquait de mobiliser des moyens énormes alors que les pandémies récentes avaient été très peu létales. Le second, à l'inverse, attribuait une importance exceptionnelle à cette réédition de la grande grippe de 1920 et prévoyait 500 000 morts dans un pays comme la France. La question cruciale que nous nous posions alors en tant que gestionnaire ministériel de crise était comment conseiller utilement le gouvernement entre ces deux situations extrêmes. Conseiller efficacement dans de tels moments relève du génie. À ce titre, le génie de Napoléon est souvent évoqué. Les spécialistes de stratégie affirment que quand il était sur le champ de bataille, la victoire sonnait comme une évidence. Et quand il en était éloigné, rien n'était plus joué. Hélas, il n'est pas si facile de recruter des génies. Les meilleurs DRH le savent. Et le suffrage universel n'est pas toujours le mode de recrutement le plus efficace. Il convient donc d'emprunter une orientation plus pragmatique. On fait alors appel aux experts, qui sont en quelque sorte des succès d'années de génie. Les experts sont eux aussi supposés être des gens exceptionnels de par leurs compétences ou leur expérience. Mais c'est là que commencent d'autres ennuis. D'abord, les experts ne sont pas toujours d'accord entre eux. Dans le meilleur des cas, les uns font affirmer que 2 plus 2 égale 3, et les autres que 2 plus 2 égale 5. Il suffira de faire la moyenne. Mais ça n'est pas toujours probant. C'est le cas de la moyenne entre les deux bilans envisagés au début de la pandémie, une dizaine de victimes ou 1,5 million. Ensuite, les experts n'ont pas toujours la pertinence attendue. C'est typiquement le cas quand ils s'expriment dans les médias. Ils n'hésitent pas à exposer toutes leurs connaissances, mais quand on leur demande ce qu'il va se passer demain, on a alors droit à des réponses pleines de précautions. En voici quelques exemples classiques. Là, je suis un expert, pas un prophète. Seul l'avenir pourra nous le dire, la belle affaire. Ce problème ne relève pas d'une science exacte. Les phénomènes humains sont par nature imprévisibles. Le risque zéro n'existe pas. Ce genre d'assistance à la décision, pourtant le plus courant, et vous en conviendrez, n'est pas très utile. Une autre production des experts consiste à envisager tous les cas possibles avec typiquement un scénario d'aggravation, un scénario d'amélioration et un scénario intermédiaire. Et là aussi, ça ne nous aide pas puisqu'on ne fait que nous dire que tout peut se produire. Enfin, l'attitude la plus répandue parmi les experts, qui veulent malgré tout sortir de l'indécision, sans prendre de risques, consiste à se montrer chroniquement pessimiste. En effet, celui qui prévoit que la situation va s'aggraver a toujours raison. Si la situation s'aggrave, c'est évident. Si la situation s'améliore, il pourra toujours dire que c'est grâce au fait qu'il avait prévu le pire et qu'on a pu prendre suffisamment tôt des mesures de protection. Mais cette stratégie du pire, si elle minimise le risque juridique, rappelez-vous quand même ce qui a été fait au début du Covid, elle ne répond pas aux besoins des autorités publiques. Elle conduit à maximiser la mobilisation des moyens disponibles pour répondre à la crise en cours et en même temps, elle conduit à se désarmer si une autre crise de nature différente devait se produire. Enfin, et pour terminer plus légèrement, je veux citer le cas des experts dont le problème n'est peut-être pas d'être incompétents, mais au contraire trop compétents.
Ils sont capables de tout voir à l'avance, de tout considérer, voir que tout peut être important. Le problème est alors de dégager un discours suffisamment compréhensible. Cela donne cette vision qui a inspiré les caricaturistes. Pour en venir à un peu plus de sérieux pragmatique, je veux m'en référer au contexte militaire. Les militaires sont souvent à l'avant-garde des problématiques de prise de décision, car quand les décisions sont mauvaises, ils en payent le prix. Ils en payent le prix directement et même chèrement. Et chèrement, on pourrait l'écrire avec CHAIR. Ça stimule et proscrit l'amateurisme. Je veux maintenant évoquer précisément la problématique technique de la prise de décision au début du mois de juin 1944. Les enjeux sont alors colossaux. La responsabilité des hauts décideurs est immense. On voit ici les généraux Eisenhower et Montgomery profondément préoccupés. La situation est défavorable au plan météorologique. Attendre une amélioration diminuerait le risque stratégique, mais augmenterait le risque humain, car plus de 100 000 soldats attendent dans des conditions insupportables. Pas question de prendre une telle décision en se basant sur l'émotion ou sur des prédictions hasardeuses. Mais, à la différence de ce que j'ai pu déplorer actuellement en matière d'aide à la décision, les deux généraux eurent à leur disposition un élément d'anticipation déterminant, une carte de prévision météorologique. Cette carte reconstituée par Météo France faisait apparaître que le mauvais temps, qui prévalait sur les côtes de la Manche, allait s'améliorer temporairement dans la nuit du 5 au 6 juin. Dès lors, une décision rationnelle pouvait être prise. J'ai souvent pensé que cette situation devait inspirer nos travaux de modernisation d'aide à la décision en gestion de crise. Une sorte de météorologie économico-socio-politique et ainsi de suite, qui permettrait de tracer des espèces de cartes d'évolution de la situation. Et c'est l'objet de notre projet Sanctum. Au plan académique, Sanctum peut être considéré comme une syndinie, une science du danger, qui se réfère aux travaux de Georges-Yves Kéaverne dans les années 1980, lequel a érigé les sciences du danger dans une catégorie spécifique. Nous en profitons pour lui rendre hommage et il nous a quittés en 2008. Venons-en maintenant aux faits. En toute rigueur, une démarche scientifique consiste à préciser le référentiel sur lequel on entend travailler. La première étape donc que Sanctum a initiée consiste à situer la crise dans un référentiel apte à prendre en compte les déterminants du monde réel. Cela revient à se poser la question centrale. Dans quel monde vit-on? Ou, en prolongement, dans quel monde veut-on vivre? Le référentiel proposé a trois axes: l'organisation, les enjeux, le projet. Examinons donc ces trois axes. L'axe organisation prend en compte le contexte initial et pragmatique de la prise de décision. En deux composantes, la gouvernance, elle vient préciser très explicitement qui est réellement aux commandes. La réponse première pourrait être les institutions, ce qui est vrai la plupart du temps. Mais des phénomènes parasites peuvent intervenir, des effets d'influence d'origine diverses, des contre-pouvoirs, de la technocratie scientiste. Le Covid-19 nous en a donné l'exemple avec le Conseil scientifique. Précédemment, lors des attentats de 2015, on avait parlé du fameux fumoir. L'autre composante est composée par les valeurs. Elles ont pour objet de déterminer les degrés de liberté de la gouvernance. Il y a bien emboîtement donc entre les éléments de notre référentiel. Les valeurs sont a priori une donnée stable. La réalité montre qu'elles sont susceptibles d'évoluer sous l'effet des contraintes existentielles. Aussi, notre modèle amène l'idée que le relativisme des valeurs devait être considéré dès le début de la crise. L'idéalisme qui fait croire que les valeurs sont immuables nous amène en fait à perdre un temps qui est précieux en gestion de crise. On peut illustrer encore une fois ceci avec le Covid-19. Le premier choc arriva quand on enregistra le premier mort. Ça devait être fin janvier, début février. Et on s'organisa en fait implicitement, comme si on ne pouvait assumer qu'il y ait d'autres morts. Et un mois plus tard, c'était vers le 20-25 mars, on enregistrait 1000 morts par jour. Le deuxième axe interroge les enjeux que l'événement vient mettre en cause au sein de la communauté. On évoque souvent à ce sujet la pyramide de Maslow, mais je crois que nous sommes nombreux à avoir conduit un travail équivalent
permettant de hiérarchiser les besoins essentiels et les besoins intellectuels. Nous proposons la classification suivante en cas de famille: les enjeux fondamentaux pour la vie, les enjeux qui permettent de pérenniser la vie, les enjeux qui permettent le développement personnel et collectif, et les enjeux qui permettent de rebondir. Cette question des enjeux était prégnante pendant la pandémie. L'enjeu de santé publique était en concurrence avec les enjeux économiques et les enjeux sociaux. Enfin, un dernier axe, plus fondamental, interroge sur le projet de vie général de la communauté. Ce projet de vie est souvent dicté par l'histoire ou par les circonstances de l'époque et nécessite une large acceptation sociale. Après la Seconde Guerre mondiale, ce projet était de cicatriser les plaies et de construire un monde prometteur sans se soucier des questions environnementales. Aujourd'hui, ce projet attribuerait une priorité plus importante aux questions écologiques et accepterait une remise en cause du confort matériel. Ce dernier axe, donc le projet de vie, peut sembler évident. Mais en réalité, il est la clé de voûte de notre référentiel, car il débouche sur une définition quasi scientifique de la notion de crise. La crise est la situation qui résulte d'une remise en cause du projet de vie d'une communauté. Alors, j'insiste sur ces définitions. Vous dites, il nous sert une définition de plus, mais non. Comparé avec les autres définitions de crise qui sont assez philosophicaux ou qui se réfèrent plutôt aux sciences humaines et sociales, on a ici une définition de la crise qui est quasiment binaire. C'est qu'on est ou on n'est pas dans le projet de l'association. Et à nouveau, la crise Covid est là pour nous aider, pour l'illustrer. En effet, les différents pays touchés par le Covid n'ont pas réagi de la même façon face à la pandémie. Autrement dit, ils n'ont pas senti leur projet de vie menacé de la même façon. Pour être simple, une communauté se dit en crise quand elle ne parvient plus à vivre comme elle l'entend. Et elle sort de crise quand elle retrouve des conditions de vie qu'elle juge acceptables. Ce raisonnement est très qualitatif. Donc, j'insisterai régulièrement sur cette flip-flop entre le quantitatif et le qualitatif. Donc, très difficile, il permet très difficilement d'enclencher une gestion rationnelle de la crise, alors qu'en fait, il est le point d'entrée à peu près naturel d'une discussion quand on se trouve confronté à un enjeu majeur. C'est là qu'intervient Sanctum, qui nous invite à intégrer un traitement quantitatif qui soit à même d'être modélisé pour produire des anticipations rationnelles. Après ces généralisés, nous entrons donc dans le processus opérationnel de la prise de décision. Nous l'illustrons avec ce que j'appelle un tunnel, le tunnel de la décision. Un tunnel, c'est une conduite forcée dont on connaît l'entrée et au bout de laquelle on voit une lumière, mais aussi une trajectoire contenue dans un cylindre, ou un cône si vous voulez, mais contenue par une enveloppe. On ne peut s'en écarter trop. Alors, hélas, ça limite l'imagination, mais ça évite la divergence. Entre autres, la problématique en gestion de crise, c'est d'éviter les coupeurs de cheveux en quatre. Nous proposons d'entrer dans le tunnel par le milieu. Les phases amont sont dans un premier temps réputées implicites et acceptables. La plupart du temps, c'est vrai. Les valeurs ne sont pas mises en cause aussi fréquemment, de même que la remise en cause du projet de société. Mais il sera temps, si le processus de décision ne converge pas vers l'aval, de remonter le tunnel plus en amont, en remettant en cause, par exemple, les valeurs et la gouvernance. Ce point d'entrée est celui des enjeux. L'enjeu est une donnée complexe. C'est un objectif de vie qui a pour particularité d'apporter un bénéfice s'il est satisfait, mais au contraire de provoquer un préjudice s'il n'est pas satisfait. C'est typiquement le cas d'une mise à un jeu d'argent. Si je ne gagne pas, je perds. Mais par construction, la partie nulle n'existe pas. Rappelons encore une fois que nous avons résolument pris le parti d'un travail quantitatif. C'est un pari risqué, car il débouche souvent, s'il n'est pas cadré, dans l'examen d'un bazar de causalité. Le point d'entrée par les enjeux permet justement un cadrage, car ceux-ci, comme on l'a vu, sont en nombre limité, sans préjudicier à l'étendue de l'analyse. Soyons plus précis dans la description des enjeux. Concrètement, ceux-ci reposent sur des actifs, des infrastructures ou des services. Ils reposent de la même façon sur des acteurs. Souvent, je mêlerai les deux, acteurs et actifs,
mais pour avoir un seul mot, notons que ceux-ci sont la plupart du temps ressentis comme collaboratifs. On peut toutefois les imaginer comme non collaboratifs, voire hostiles. Au total, nous pouvons synthétiser l'ensemble de notre référentiel de crise par donc tous ces éléments qui le constituent. Voilà. Et nous pouvons maintenant entrer dans une phase d'analyse qui va progressivement déboucher sur le traitement des risques, qui est le cœur de la gestion de crise. Examinons ce graphique. Alors, je m'excuse, je laisse en fait traîner parfois en anglais, c'est pour acculturer ceux qui en ont besoin aux termes utilisés le plus fréquemment, et c'est aussi pour ne pas devoir le refaire quand je le projette à des anglicistes. Au centre sont les enjeux, les goals at stake, la base de notre analyse. L'enjeu est la base de l'analyse de notre système de réflexion sur l'anticipation. Les enjeux n'ont d'existence ou ne fonctionnent que parce qu'ils sont portés par des actifs porteurs d'enjeux. En effet, si les enjeux sont des concepts difficiles à manipuler de manière pragmatique, les actifs sont, eux, des réalités matérielles sur lesquelles on peut agir. Ainsi, si la santé est un enjeu, les actifs porteurs de cet enjeu, pour simplifier, sont les médecins et les hôpitaux. Ce sont ces actifs qui sont soumis aux aléas et menaces issus des dangers qui nous entourent, donc les malevolent threats et le hazard. Et les dommages causés à ces actifs par ces aléas et menaces font naître un risque sur les enjeux. Nous avons ainsi introduit avec rigueur la notion de risque et l'inscrit dans une ébauche de cartographie suivant les deux dimensions du risque, le niveau d'exposition, donc en ordonnée, et l'impact en abscisse. Non, c'est le contraire. Voilà. Voilà. Le lien ainsi établi entre enjeu et risque est conforme à la définition du risque ISO 31000. Donc le risque est l'effet de l'incertitude sur la satisfaction des enjeux. Cette définition est conforme à celle que nous avions indépendamment, j'insiste là-dessus parce que c'était issu d'une réflexion autonome, donc nous avions élaboré au travers du projet Sanctum qui définit le risque comme la mesure de la vraisemblance qu'un enjeu ne puisse être satisfait du fait de l'exposition de ses actifs supports au danger. Je veux profiter de cette étape pour faire un petit rappel. Les dangers à l'origine des risques qu'ils peuvent engendrer sont de deux natures. Ils peuvent avoir une cause naturelle, difficile à prévoir, comme un séisme, ou prévisible mais impossible à éviter, comme une tempête. Elle peut être aussi anthropique, liée à l'activité normale de l'homme, mais non intentionnelle, comme par exemple des glissements de terrain dus à de la construction maladroite ou des pollutions. On la dira probabiliste, comme pouvant répondre à une loi statistique et non influencée par une intervention volontaire. Ils peuvent avoir une cause liée à des désordres dans l'organisation du référentiel. Notre référentiel, hein, il y a vraiment une grande cohérence à tout ce que j'essaie de vous exprimer. C'est-à-dire, c'est un désaccord sur les valeurs. On n'est plus d'accord sur les valeurs, par exemple. On n'est plus d'accord sur le respect de la vie humaine, sur les objectifs de la société qu'on veut. On veut peut-être une société basée sur la stagnation, la régression, enfin ainsi de suite. Et sur la gouvernance, bah ça c'est plus classique, on n'est plus d'accord sur le régime politique. Enfin. Donc, ces désordres sont d'origine humaine cette fois, et intentionnels. En termes sociologiques, on parlera de malveillance, de crime, de terrorisme. Le caractère intentionnel étant essentiel, on sort de tout cadre statistique ou probabiliste. On parlera alors de causes déterministes comme ayant des effets qui se déduisent de la volonté qui les a engendrés. Et maintenant, quelques mots sur le risque probabiliste. Nous verrons le risque déterministe juste à la fin. Certains usages du terme dans la vie courante le restreignent à cette dimension, donc 30% de chance, enfin 30% de, je ne vais pas le dire tout de suite, c'est moitié-moitié, c'est 50-50, enfin ainsi de suite. Et parfois, même la notion de risque, le restreignant à une probabilité, conduit à une déformation sémantique. Il y a de fortes chances qu'il soit malade. Et voulant dire par une forte probabilité, mais comme si ça devenait une chance que d'être malade. Dans une deuxième étape, un peu plus donc sophistiquée, la probabilité que survienne quelque chose est pondérée par son effet destructeur.
On passe alors à un calcul d'espérance mathématique qui fut durablement l'une des définitions du risque. En fait, ce calcul d'espérance mathématique n'est que le calcul d'une des composantes du risque ISO 31000, celle du niveau d'exposition de l'actif aux événements constitutifs de la crise. Donc, on a vu qu'en ISO 31000, avec l'axe donc en 2 dimensions, et d'un côté en abscisse le niveau d'exposition et en ordonnée l'impact. Donc, on arrive maintenant donc à la définition complète du risque. Reste à prendre en compte l'impact. L'impact est l'évaluation des conséquences réelles des désordres. Il ne doit pas être confondu avec la force destructrice qui compose le niveau d'exposition au danger. Donc, je le résume ici. Donc, on a dans le risque, on a la partie exposition qui donne la potentialité, qui est durablement et assez fréquemment considérée comme la définition, disons, populaire du risque. Mais en ISO 31000 et donc ici dans Sanctum, on cherche à toucher la réalité parce qu'on veut aller vers de la prise de décision effective et examiner comment elle peut toucher les populations. Donc, le réalisme nous intéresse. Alors, j'en donne un exemple ici. Donc, vous voyez, donc c'est 3 schémas. Donc, au départ, le risque au sens aléa, probabilité, c'est que survienne une tempête. Bon, eh ben, Météo France peut nous le dire, enfin, ou tout autre comme organisme de météorologie, il peut nous donner donc l'élément de la probabilité de cet aléa. Et puis, la force destructrice. Donc, c'est la force supposée d'une tempête de tel niveau, comme l'échelle, pas l'échelle Richter, mais je ne me souviens plus, une échelle qui potentiellement dit avec telle tempête, il se passe ça. Mais on a ici un risque qui reste très théorique, parce que si une tempête dans le désert, eh ben, elle fait ce qu'elle veut, elle a une force destructrice qu'elle veut, mais elle ne provoque rien et elle n'influe en rien notre prise de décision. Alors, nous, on est intéressé ici par l'impact, c'est-à-dire la conséquence réelle, c'est-à-dire elle a une force destructrice, elle peut avoir une force, comme on dit, à décorner les bœufs, et puis donc à arracher les lignes à haute tension, donc avec un impact fort, ou alors, si on est en campagne et puis qu'on a quand même des infrastructures qui sont un peu plus légères, on va avoir la même exposition au danger, mais l'impact va être différent, et donc le calcul résultant du risque ne va plus être le même. Voilà, et on retrouve donc les éléments constitutifs du risque ISO 31000. Alors, j'en viens au cas déterministe, donc celui du niveau d'exposition au risque dans le cas d'un acte malveillant. Alors ici, vous voyez, la faisabilité vient en substitution de la probabilité. Et de la même façon, l'attractivité vient en substitution de la force destructrice. Alors, je pense souvent à l'attentat de Notre-Dame, par exemple. Donc, on pourrait dire que sa probabilité était ce qu'elle était, mais son attractivité était très forte. Pardon, excusez-moi, j'ai dit attentat de Notre-Dame, de l'incendie de Notre-Dame. Voilà, l'attractivité était très forte, mais la faisabilité était, à mon avis, relativement faible. Et parce que monter tout en haut, des choses comme ça, on ne se rend pas compte combien c'est difficile d'être terroriste. Et on peut ainsi analyser la plupart des attentats. L'attractivité est aisée à anticiper, mais les forces de sécurité agissent essentiellement sur la faisabilité de l'attentat. Alors, après avoir décrit donc notre référentiel de crise, introduit et précisé sans ambiguïté, je l'espère, la notion de risque, l'étape suivante va consister à identifier les enjeux de la crise en cours. L'analyse par les enjeux est une analyse semi-macroscopique qui permet de lancer la réflexion de fond. Mettez-vous à la place d'un groupe qui réfléchit sur une problématique grave, et ben, il a une sorte de discussion de comptoir. J'aime bien cette comparaison. Il commence par exprimer ce qu'il touche globalement, et c'est ce qu'il touche globalement, c'est ce que je désigne par des enjeux. Donc, on vous envoyait ici une cartographie possible dans le cas de la crise Covid-19. Et donc, on les cartographie en fonction de leur taux d'exposition et de l'impact probable de leur du niveau de dégradation. Donc, toujours ce graphique qui ne doit plus nous quitter, qui est ce graphique LI. Les enjeux vont pouvoir être hiérarchisés
donc suivant les deux dimensions, et leur prise en compte priorisée en fonction du projet de vie de la société impactée. L'analyse peut être complétée par une estimation de leur cinétique et de leur évolution dans le temps, croissance ou dimension progressive. Donc, vous voyez ici, il y a une certaine arbitraire là-dedans, mais on voit bien il y a deux enjeux prédominants pendant la crise Covid. La santé, donc où le niveau d'exposition était fort, et puis le niveau de l'impact intermédiaire, il était ni faible ni fort, mais il était vraiment substantiel. Et puis l'éducation faiblement exposée vis-à-vis de la cause de la crise qui était le virus, mais fortement impactée parce qu'elle dégradait considérablement l'organisation sociale du pays. Alors, je peux maintenant synthétiser les deux premières étapes du processus Sanctum. Alors, j'espère vous faire sentir qu'on est rentré dans un processus qu'on a rationalisé le mieux possible. On part d'une société organisée, avec valeurs, gouvernance, projet de vie, qui se trouve déstabilisée par une mise en cause de ces enjeux, ce qui entraîne ce qu'on appelle une crise. Donc, on sait bien, toutes ces étapes-là, on les a définies précisément. On part maintenant de la crise, on est en crise. On va traiter la crise en traitant les enjeux au travers des actifs qui les portent, ce qui permet de quitter le niveau de l'analyse qualitative, celle de la réflexion initiale, pour l'analyse quantitative, plus adaptée à un traitement rationnel. Cela va nous permettre, à travers les étapes de ce traitement, à atteindre, on l'espère, le niveau de sortie de crise. Alors, chaque actif, après avoir fait l'évaluation d'un calcul ou d'une modélisation ou d'une évaluation à dire d'expert, et dans le but ultime du projet Sanctum, d'une modélisation. On devra être possible de modéliser l'importance et la dynamique de chaque actif. Il peut être inscrit dans le diagramme bidimensionnel des risques. Donc, pour chaque enjeu donc qu'on a inventorié dans notre groupe de réflexion, notre cellule de crise d'anticipation, pour chaque enjeu, on les hiérarchise. Donc ça, c'est un choix qui est à faire semi-politiquement, mais sur lequel on peut discuter. Et puis après, on se dit, on va se mettre au boulot. Et pour se mettre au boulot, pour chaque enjeu, on liste les actifs qui supportent cet enjeu. Et puis à partir de ce moment-là, les actifs étant des données réelles, on dispose de bras de levier pour agir sur eux. Donc, on l'a fait ici, par exemple, on dresse ici une cartographie des actifs pour une salle de crise. Chacun des actifs est projeté sur cet espace des risques en fonction de ses coordonnées LI. Sur le côté droit du graphique, la colonne cerclée d'orange dresse une évaluation de la situation de crise. À ce stade, elle démontre les actifs impactés. Donc ici, on en a placé une dizaine. Il pourrait, en fait, on n'est pas limité, mais suivant les moyens dont on dispose et par la suite de grands moyens de calcul, on pourra l'étendre au nombre qui sera nécessaire. La carte des risques est maintenant séparée par une hyperbole, correspond à l'équation I égale R sur L, donc qui vient, c'est l'inverse donc de R égale LI. Donc, en fait, le R égale LI ou I égale R sur L, c'est une famille d'hyperboles tant qu'on ne fixe pas la constante de ce produit, LI. Donc, cette hyperbole, on en choisit une comme étant celle du lieu de même risque R0. Ce niveau R0 est déterminé par la gouvernance en fonction de la résilience de la communauté ou du niveau de souffrance qu'elle est capable d'endurer. Donc ça, c'est la gouvernance, c'est le niveau politique qui dit ça, on peut supporter, ça, on ne peut pas, et puis ça peut changer au cours du temps. Ce niveau R0 pourrait donc être reconsidéré si le processus de crise ne converge pas. Donc, comme je vous l'ai dit, au début, un mort, c'est insupportable, et après, 1000, ça devient un nombre sur lequel il faut peut-être quand même s'améliorer, mais il est là, quoi. La partie droite de l'hyperbole, donc rosée, représente donc ce qui est la zone de crise. La gestion de la crise va donc consister à extraire les actifs de cette zone particulière. On va donc étudier les actions qui peuvent être prises au niveau tactique, permettant de réduire soit le niveau d'exposition, en procédant par exemple à des évacuations préventives de zones vulnérables, ou soit l'impact de la réalisation du risque, c'est-à-dire construire des digues provisoires pour contenir une vague d'eau, dans cet exemple précis. Ces actions à mener
Ces actions à mener en vue de l'extraction des actifs de la zone de crise sont de deux natures. Les mitigations, qui consistent en des actions endogènes relevant de la gouvernance. On a le bras de levier. Et l'exploitation des opportunités qui tirent profit de la situation exceptionnelle qui résulte de la situation de crise. Je vous donne des exemples. Pendant le Covid, le port du masque a permis de diminuer la vigueur de la pandémie. Donc, ce fut une mitigation. Et parallèlement, la limitation des déplacements dus au confinement, enfin le confinement lui-même, il s'est révélé comme une opportunité pour déplacer facilement les malades sur le territoire par trains spéciaux et optimiser l'offre de soins. Dans le cas d'une crise de l'énergie, autre comparaison, dans une période froide qui serait tendue, la réactivation de centrales obsolètes, comme nos bonnes vieilles centrales au fioul, trop polluantes, permettrait de détendre le rapport offre-demande. Une embellie météorologique qui surviendrait, de son côté, offrirait l'opportunité de gagner du temps sur les délais de maintenance du parc nucléaire. Dans notre simulation, on parvient à agir sur trois actifs, là que vous voyez, enfin il y a mes trois petites flèches, dont l'un est extrait de la zone de crise. Au cas où les différentes mesures de mitigation ou d'exploitation des opportunités se révéleraient insuffisantes, il sera alors nécessaire de revenir au niveau qualitatif et de réviser le seuil de souffrance admissible R0, qui devient ici R1. Donc ça nous amène à déplacer l'hyperbole qui délimite la zone de crise. On assume que l'on change de situation. Il ne reste alors plus que deux actifs dans la zone de crise. La gouvernance peut décider de lancer une nouvelle boucle de mitigation opportunité ou déterminer par une modélisation que le rapport coût-bénéfice des mesures à prendre est devenu trop coûteux. C'est probablement ce qu'il s'est passé quand le gouvernement, au début du mois d'avril 2020, a décidé d'anticiper la fin du confinement. L'ensemble des mesures proposées, incluant les propositions éventuelles de révision de la stratégie, sont ensuite mises en cohérence sur le plan sectoriel et aussi sur le plan chronologique pour que, évidemment, les choses ne se mettent pas de travers, pour constituer le scénario qu'on appelle donc l'Uchronie. C'est l'Uchronie parce qu'il est vidé de tout aspect humain ou susceptible d'être romancé. Et donc, pour constituer donc, le scénario soumis à la gouvernance. Nous assumons que ce projet n'a effectué qu'une partie du chemin, qui n'est pas forcément la moins complexe, c'est-à-dire celle de décrire les fondamentaux et de préciser la méthodologie. Il reste maintenant à pouvoir modéliser le traitement des actifs. Cela sera rendu possible par le traitement massif des données, la multiplication des objets connectés, l'augmentation des puissances de calcul et d'une manière générale par des projets en matière d'intelligence artificielle avec la création d'une IA spécialisée. Mais ne pas oublier aussi les projets en sciences humaines et sociales, l'analyse des comportements et même en philosophie. Et j'ai été agréablement surpris de voir au dernier séminaire de l'ANR et du SGDSN que l'on avait intégré des philosophes au sein du centre de recherche de la gendarmerie nationale pour réfléchir justement sur toutes ces questions de projet de vie en société et de comportement. Et puis, pour être complet, je vous cite le projet des capotes qu'on a suivi avec l'Institut des mines d'Albi, sur lequel on travaille en immersion virtuelle sur l'analyse d'une trajectoire de décision de crise multidimensionnelle. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Christian. J'invite, alors comme je vous le disais dans le chat, je vous invite à lever la main si vous voulez faire partager quoi que ce soit des questions, des interrogations. Je vous laisse lever la main et on distribuera la parole avec Christian. Merde. Oui, Régis, je t'invite à ouvrir ta caméra et prendre la parole. C'est Régis. Oui, Régis, oui, oui. Ah, Régis, il faut que tu actives ton micro. Ok, c'est bon, vous Super, m'entendez? parfait.
Juste un tout petit commentaire presque humoristique pour dire que Christian, on sent que tu en as sous le capot, quoi. Il y a, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais moi, je trouvais ça vraiment super intéressant. Mais à chaque fois, il y a beaucoup, beaucoup d'idées, etc. Est-ce qu'il y a éventuellement un livre, il y a quelque chose qui résume tout ça, là, sur lequel on pourrait un peu réfléchir et digérer, quoi. Est-ce qu'il y a un document écrit? Dans Première quelques mois. question. Non, mais il y a eu des articles, des articles qu'on a fait D'accord. dans quelques mois. Mais Euh, je dois dire, sans chercher à offusquer quiconque, c'est depuis que j'ai rejoint, entre autres, la FPCNT, je suis surpris de voir qu'on conserve une ambiguïté sur l'utilisation de termes qui devraient être pour nous tous très clairs, comme risque, danger, définition, et chacune de leurs définitions, quoi, qu'on ne s'entend pas sur ce minimum de sémantique. Donc je pense que ça doit être une fois pour toutes autour de nous bien clarifié. C'était ma première. J'ai deux, trois petites questions, mais ça va très vite. Donc, du coup, cette méthode aujourd'hui, Sanctus, là, est-ce qu'elle est appliquée toujours? Est-ce que Oui, c'est alors, Oui, écoute, le lieu d'anticipation en France, c'est la cellule interministérielle de crise, hein. On d'accord. a fait semblant d'en avoir une au ministère, mais c'est le lieu où on prend les décisions. Parce que la crise, c'est un problème de décision. On est en crise quand on ne sait plus quoi décider, et on en sort, c'est quand on a commencé à prendre des décisions. Et alors, nos relations avec la CIC, elle est aux mains du ministère de l'Intérieur, ce qui est assez normal, parce que ce sont eux qui mènent la plupart du temps les problématiques, et c'est eux qui ont les forces d'intervention, ainsi de suite. Et donc, nos relations sont variables. Et donc, ces derniers temps, quand j'étais encore au ministère, on nous a confié l'animation de la cellule de crise. Alors, on avait trouvé un modus vivendi. Le ministère de l'Intérieur, dont les responsables changent, donc je ne peux pas parler pour ceux actuellement, était convaincu qu'on avait une valeur ajoutée à leur fournir. Je dois dire, le ministère de l'Intérieur est un grand ministère d'action qui mérite admiration, parce que quand ils décident quelque chose, d'agir, ils savent agir, tout ça. Mais c'est pas un ministère d'ingénieurs, comme l'est le ministère ex-équipement et écologie. Et donc, se confrontent des cultures. Et notre culture est parvenue vraiment à transcender. Et on m'a donné l'animation des cellules d'anticipation de 3 ou 4 exercices ou situations de crise. D'ailleurs, c'est moi qui ai eu à lancer la cellule interministérielle de crise en propre pour la crise de l'eau à Mayotte au milieu de l'année 2023. Voilà. Mais ces situations changent. Le SGDSN, qui est lui l'idéologue de la gestion de crise, s'est beaucoup inspiré, pour ne pas dire qu'il nous a confisqué nos travaux, pour faire son référentiel interministériel de l'anticipation. Mais on n'a pas là-dessus de revendication particulière. C'est vraiment un travail fait pour l'intérêt général et qui avait tout intérêt à être mis en commun. Je peux juste dire encore un tout petit mot? Voilà. Oui, oui, donc moi, c'est ce que je retiens, ce que tu viens de dire, c'est la nouveauté. Je ne suis pas du tout gestionnaire de crise, hein, je suis plutôt un préventeur, hein, comment on va dire. Mais c'est cette notion de cellule d'anticipation, ce que tu viens de dire. C'est vraiment la valeur ajoutée, je trouve, c'est d'avoir cette cellule en plus par rapport au schéma classique qu'on connaît, hein. Et il y a peut-être un point, pour moi, qui me paraît très important, et tu l'as pas évoqué, j'ai pas entendu ce mot-là. Quand il y a une crise, c'est la perception de la situation par le décideur. Parce qu'en fait, tu as plusieurs cellules maintenant, donc ils vont essayer de produire les meilleurs éléments. Mais est-ce que le décideur est en capacité, par exemple, ce que tu vas produire dans la cellule d'anticipation, est-ce que le décideur va le comprendre, va l'accepter, etc. Il me semble que là, il y a un point vraiment fondamental dans la gestion de la crise. Et puis j'ai fini. Voilà. Mais, alors, historiquement, on a rencontré certains de nos homologues, le fait d'avoir une activité vraiment dédiée à l'anticipation n'était pas partagé chez tout le monde. Aujourd'hui, ça l'est plus. Le point fort, historiquement, était la situation, c'est-à-dire de faire des documents les plus précis, les mieux élaborés possibles et les plus déductifs possibles. Mais déductible, c'est pas l'anticipation. Alors après, tout dépend de la qualité du travail qui a pu être fait. J'ai vu des situations au début où on s'écharpait sur la méthodologie, quoi. C'est terrible. Donc, on s'est tous dit, bon, il faut qu'on mette un peu de l'ordre là-dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'on peut quasiment garantir que si on nous donne 2 ou 3 heures de temps, on a la méthodologie pour, suivant mon idée de tunnel de l'anticipation, c'est-à-dire suivant le temps, le diamètre du tunnel va être plus ou moins grand.
on a la garantie de fournir quelque chose en sortie, et que c'est quelque chose qui ne soit pas de la langue de bois. C'est s'il ne pleut pas, il fera peut-être beau, ou alors il y aura des nuages, quoi. Parce que moi, je trouve ça redoutable, hein, les gens qui viennent amener un apport qui n'en est pas un. Ok. C'est tout. Merci, Merci, mais Régis. merci beaucoup, Régis, hein. Ouais, Et non, d'abord, non, tu as dit c'est quelque vrai. chose d'intéressant, c'est que il faut bien que chacun ait son rôle en main. Tu as dit, moi, je ne fais pas de gestion de crise, oui. Est-ce qu'il faut se méfier de gens qui font un métier qui n'est pas le leur? Tu vois. Et j'attends ton livre, hein, Christian. Oui, oui, d'accord, mais ça va être bonne commande. Est-ce qu'il y aurait d'autres interrogations, remarques parmi les participants restants? Moi, j'en ai une, mais je laisse les autres parler éventuellement. Vas-y, Frédéric. Bon, moi, j'y vais alors. Voilà. Euh, oui, ce que tu appelles, enfin, super, hein, c'est extrêmement riche, effectivement. Donc, il faut comment dire, le digérer. Il faut que ça infuse, hein, ce genre de choses. Euh, à un moment, ce que tu appelles l'opportunité, hein, par rapport à la mitigation, il me semble que c'est ce que les militaires, ou du moins certains militaires, intègrent dans la notion très importante d'espace de manœuvre. Les militaires sont très sensibles à la capacité de manœuvrabilité. Ça, c'est un aspect extrêmement important. Donc c'est bien parce que cette représentation là, avec l'hyperbole, en plus ça parle aux politiques, mais c'est, je dirais, une représentation tactique et c'est de grande valeur. Ensuite, l'autre remarque ou question, ça concerne ce que tu appelles le cas déterministe. Alors, ce que je peux dire, c'est que dans le cadre de la cybersécurité, depuis, disons, plutôt 20 ans, on s'intéresse, même un peu plus, on s'intéresse à l'état d'esprit des attaquants, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc ça passe par la question notamment de leur détermination, de leur motivation, et de même que dans un acte terroriste, tu as toujours un niveau de détermination. Alors qu'il est important d'analyser, en particulier parce que par rapport à des menaces hybrides, ou par rapport à la cyber, ça s'est posé dans le cadre des Jeux Olympiques, hein, il a été discuté de la question de dresser des murs, enfin des murs, disons des marches, disons, pour casser une partie de la détermination, hein, les gens les moins déterminés, par de la dissuasion ou par de la contre-attaque. Mais la manière de contre-attaquer montre que les moyens sont là et ça crée une forme de dissuasion. Donc c'est un élément qu'on peut aussi creuser. Enfin, je prends le cas de la cyber, mais il y a peut-être d'autres, je ne sais pas ce qu'il en est des terroristes, il y a ce genre d'analyse. Voilà, c'était mes deux seules, ma seule remarque en fait. Oui, alors, d'abord, dans ce que tu dis, tous les aspects sur le déterminisme, je les dois beaucoup à mon ancien chef de département, qui était Jean-Louis Ollier, qui était vraiment une personne qui a travaillé fondamentalement sur ces questions de crise, hein. Il travaille actuellement sur la cryptologie post-quantique et il est très au fait de tout ça. On a été très sensibilisé donc au début dans les années 2010 par les questions de terrorisme. Enfin, elles n'ont pas commencé en 2010, mais c'est en liaison. Le terrorisme propagé sur le territoire français s'est répandu en 2010. Et la question qu'on se posait, c'est que, prenant peut-être mes responsabilités en les hypertrophiant un peu, mais c'est comment aider au mieux nos autorités à décider. Alors, c'était la problématique du terrorisme. On a appelé tout sous le mot terrorisme. Et donc, par exemple, le gars qui va acheter un cutter, comme ça a été le cas à Auchan, puis qui sort et puis qui essaie de trancher le cou d'un gendarme de Vigipirate qui est là, ou le 11 septembre, c'est peut-être le même mot. Mais pour les autorités publiques, ça pose un problème parce que ce n'est pas les mêmes moyens d'y répondre.
Donc, on n'envoyait pas des rafales contre le mec à la défense. Enfin, bon, je caricature exprès. Et donc, c'était d'y voir plus clair dans la notion de terrorisme. Par exemple, lui donner une vraie qualification. L'intentionnalité étant fondamentale. Mais au bout d'un moment, l'intentionnalité, on s'en fout. On s'en fiche. Parce qu'on veut la combattre avec les moyens ad hoc. Donc, il convenait, à mon avis, de qualifier l'acte du 11 septembre comme un acte de guerre. Et puis les petits actes de terrorisme, enfin, qui sont quand même pas rigolos parce qu'il y a du sang qui coule, c'est une forme de délinquance ou de criminalité un peu plus classique à laquelle on répond par des moyens un peu différents. Mais la proposition qui est faite ici entre attractivité et faisabilité, elle est bien posée. Et elle interroge, parce que le terroriste, je le dis toujours, c'est un peu pour rire à ces moments-là, mais être terroriste, c'est difficile. Embaucher des terroristes, c'est difficile, parce que vous êtes en Syrie et vous voulez déclencher un attentat sur le sol français avec des gars que vous avez recrutés sur Internet, tout ça, ben, écoutez, vous n'allez pas loin. D'ailleurs, c'est ce que le Stade de France nous a montré, c'est que les gars, ils manquaient pas mal de conviction. Mais le 11 septembre montre dans un acte de guerre qu'on est quand même capable de franchir des grands niveaux de faisabilité. Hein. Alors l'attractivité, elle est toujours là. Elle est toujours là. Hein. Et puis bon, on sait la prévoir. C'est mieux d'égorger un curé ou un rabbin que d'égorger un kidam dans la rue, tout ça, des trucs comme ça. C'est mieux de prendre un otage français ou américain qu'un otage russe ou togolais, enfin, ainsi de suite. Tous les terroristes, ils ont fait un peu leur équation. Ça n'empêche que le passage à la réalité, ce qui nous aide, nous, dans la prise de décision ou dans la façon d'anticiper ce genre d'événement, c'est d'en faire une analyse la plus objective possible. Ah mais c'est pas possible, je t'enverrai des broulettes. Je t'enverrai des broulettes de derrière. Alors là, c'est la cybersécurité, qui déconne là. Oui, je voulais continuer, Christian. En fait, ce que tu dis, ça rejoint une de mes réflexions sur la cybermenace, en fait. Si tu veux, l'équivalent du flic dans la rue qui est un peu partout, enfin qui bouge, etc. Ça permet finalement comme l'antivirus, hein, de garder un certain niveau de sécurité par rapport à des attaquants ou à des modes d'attaque qui sont ceux pas du terroriste déterminé, etc., et qui correspondent à des motivations moyennes, faibles à moyennes. Et comme tu dis, après, le gars qui est extrêmement motivé, parce que l'industrie de la cybersécurité, c'est une industrie, donc c'est une notion de profit, donc évidemment, la notion de risque-bénéfice, elle est complètement là. Et derrière, effectivement, le terroriste, enfin, ce qu'on peut nommer le terroriste, c'est un peu on pourrait voir de manière plus large le point qui sort un peu d'un nuage de points, qui est vraiment extrême, et que qui lui a du pouvoir, enfin la capacité de faire du mal, donc de faire sortir, comment dire, les enjeux et le projet de vie de ses rails, entre guillemets. Et ce point-là, il apparaît, il est important de l'entrevoir et de faire en sorte qu'il apparaisse clairement dans le paysage. Voilà, et ça correspond à la schématisation que tu proposes. Donc je pense qu'on est, en termes de concept, ça cadre bien avec la cybersécurité également. Ça rentre bien dedans, je dirais, sous cet angle. Le pari qu'on prend, c'est d'hyper-objectiviser les choses. Parce que si on se trompe sur l'analyse initiale, on a beau déployer les plus gros ordinateurs qu'on voudra, on n'aura pas le bon résultat. Ainsi, pendant le Covid, qui décidait en France? Qui décidait? Alors moi, je m'en fiche, je ne suis pas là pour faire un coup d'État. Les choses, elles sont comme elles sont. Qui décidait? Et alors, on a vu apparaître donc le fameux conseil scientifique. Et puis, moi, je me rappelle, je voudrais bien retrouver la séquence vidéo. À l'Assemblée nationale, le Premier ministre, il dit
Il dit, bon, ben écoutez, les choses changent, hein, on n'a peut-être pas pris les bonnes mesures, mais on a écouté les scientifiques. Les scientifiques, la semaine dernière, ils disaient A, on a fait A. Et puis cette semaine, ils disent B, ben écoutez, on fait B. Ben, on était quand même nombreux à s'interroger. À ce moment-là, j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de fonctionnaires de tout niveau, en disant, mais c'est quoi si c'est le pouvoir politique qui fait strictement ce que lui dit le conseil scientifique, c'est plus la peine qu'il y ait un pouvoir politique. Ces élections n'ont servi à rien, donc il valait mieux les lire et les élire. Donc c'est vraiment une préoccupation c'est d'avoir vraiment une visibilité parfaite. Alors l'autre, c'est aussi de tout objectiviser. C'est de dire, un terroriste, c'est aussi un gars comme nous. C'est-à-dire, ben, au moment de commettre son acte, il peut avoir envie de pisser, ou alors il a peut-être, il est frustré, il n'a pas envie, il est moyennement motivé, tout ça, et ça joue beaucoup sur la réalité du risque qui va engendrer. Donc on voit bien cette histoire de ceinture. De ceinture de dynamite ou d'explosif là, qui a été retrouvé, c'est le gars qui avait perdu un peu de sa conviction. Alors, peut-être que la cybersécurité, elle a quelque chose de particulier là-dessus, c'est qu'elle n'est pas physique. C'est-à-dire qu'il y a moins besoin d'être courageux pour faire de l'intrusion numérique et d'aller embêter les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où potentiellement, vous savez, avec tout le cyberharcèlement, beaucoup d'internautes se trouvent être comme de mini-terroristes en herbe. Alors, je vois que Jérôme Tixier lève la main. Oui, Bonjour. bonjour. Merci. Donc, Jérôme Dixie, INT Minales. Je vous remercie, Monsieur Després, pour votre présentation. J'avais une question sur votre hyperbole, le schéma LI et votre hyperbole qui va être modifié en fin de compte en fonction de la capacité de la cellule à répondre à la crise. Et j'aurais aimé avoir votre avis sur quel est le processus qui va être mis en œuvre pour la modification de cette hyperbole, hein, la rendre plus lâche, et qui participe au final dans cette cellule de crise, qui va vraiment participer à cette prise de décision pour vous? Est-ce que c'est tout l'ensemble de la cellule ou est-ce qu'il y a quelque chose de particulier d'un point de vue de votre expérience? Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une bonne question que j'ai simplifiée ici. Parce que, en fait, le processus qu'on propose, il est plus complexe, mais il est très sociologique. Mais vous avez raison, c'est la question clé. C'est qui décide du niveau des souffrances que doit supporter une population à un moment donné. Alors, le Covid, c'était finalement pas si méchant. Enfin, il y a des gens qui mouraient. Mais bon, l'importance du confinement, ainsi de suite, on sortait pas, il fallait juste se promener le chien 1 heure par jour, ainsi de suite. Mais on n'est pas quand même dans des situations comme des situations de guerre ou assimilables à la guerre, ou alors à des famines ou à des choses comme ça, où vraiment, de manière directe, la prise de décision va influer sur la vie des autres. Donc, un des éléments clés de nos sociétés, c'est la protection de la vie humaine. Et d'abord, c'est ce qu'ont amené les sociétés démocratiques, c'est quantitativement. C'est-à-dire que on dénombre le nombre de morts, c'est ça le scoring, mais si on a tué un riche ou un pauvre, on ne pondère pas avec l'importance du compte en banque, quoi. Mais un certain nombre, il faut être clair, hein, observons quand même le monde autour de nous. Dans certains pays, ça fonctionne comme ça. Alors, dans le processus plus complet, on considère qu'on interroge des spin doctors, les influenceurs, des gens qui sont à l'écoute de la société. Et j'ai remarqué, par exemple, qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur avait maintenant une observation beaucoup plus fine dans les réseaux sociaux. Il avait des gens qui jouent des rôles de pseudo-influenceurs. Enfin, il travaille beaucoup cette question d'analyse des influenceurs. Il y a aussi un autre groupe qu'on a identifié, qui sont les sages. Les sages, je ne sais pas comment on les désigne. Ça peut être en France, on a un conseil national d'éthique, enfin des gens mais une espèce de groupe de sages qui spirituellement, philosophiquement, dit ça on y va, ça on n'y va pas.
Donc, ça fait partie du processus. Et puis, un autre groupe qui sont les experts, qui sont toujours des experts, mais des experts sur la faisabilité. Vraiment sur la faisabilité. On change, on dit, bon, là, c'est bien beau, vous allez faire ça, mais écoutez, on ne va pas y arriver, ça ne va pas durer longtemps, ou enfin, c'est trop lourd, ainsi de suite. Bon. Voilà, on s'est confronté, nous, récemment, on s'est ici, c'était le ministère qui guidait, au problème de la faisabilité de projeter beaucoup de monde en Nouvelle-Calédonie. C'était envoyé, enfin, c'est une des extrêmes du monde, il n'y a pas d'avion direct, et ben, pour pouvoir prendre des décisions, il fallait qu'on soit sûr qu'on allait pouvoir envoyer les gens. S'il faut envoyer des forces de l'ordre à Clermont-Ferrand depuis Créteil, on est sûr qu'on peut y arriver, même s'ils mettent 2 heures de plus, tout ça. Mais en Nouvelle-Calédonie, il y avait des problèmes de faisabilité réelle, avec au bout, si on prend des décisions qui peuvent mettre un peu le feu aux poudres, et puis qu'on n'a pas les forces de l'ordre un peu pour contrecarrer, ou qu'elles se sont bloquées à Singapour, ou ainsi de suite, ou qu'elles arrivent en mauvais état. Donc, il y a besoin donc d'une sorte de collège de gens qui... Ça ne correspond pas vraiment à un esprit démocratique où les gens... Mais un collège de gens particuliers qui ont l'élévation qui permet de dire où est le bien et où est le mal. Mais cette question du bien ou du mal, elle se trouve en permanence posée dans la gestion de crise. Parce que pourquoi on est en crise? Ben, on est en crise tout simplement quand même parce que il y a des trucs qui nous empêchent de ne pas faire ce qu'on veut faire. On n'est pas bien, on cesse d'être bien, quoi. Voilà. Donc, il ne suffit pas, enfin, il y a le cas classique où le toit s'effondre, ou bien sûr d'un séisme, mais on n'a plus de maison, on n'est pas content, ça c'est sûr. Mais il y a aussi d'autres cas, comme le Covid. Le Covid, c'était typique, puisque certains ont dit, confinement maximal, on ne veut pas qu'il y ait un mort. Puis et je crois que dans certains pays, je crois que si les gens sortaient, on allait jusqu'à leur tirer dessus. Puis d'autres qui ont dit, mais rien du tout, il ne se passe rien du tout. Nous, on veut vivre comme on veut, avec la fameuse phrase, s'il faut cesser de vivre pour ne pas mourir, on est bien avancé. Merci pour ces éléments. Merci Christian. Oui, j'avais une remarque par rapport à cet échange. En fait, Christian, là, je pense qu'il y a des enjeux, comment dire, le gros mot, hein, c'est l'enjeu éthique. Hein. Typiquement, la question de base, c'est est-ce qu'on est prêt à sacrifier une partie de notre confort pour sauver des gens? Est-ce qu'on est prêt à rouler moins en diesel, par exemple, pour qu'il y ait moins de morts à cause des particules fines, ce genre de choses? Donc, c'est des questions, des problématiques qui sont très difficiles à trancher, voire qui ne sont jamais tranchées. Donc, comment dire, est-ce que comment dire, on peut aller au mieux sur ce sujet en cas de crise, en fin de situation vraiment lourde? Est-ce qu'il y a je dirais pas un plan, mais disons une réflexion, une doctrine, une approche par rapport à ça, où il faudrait trancher, disons, un nœud gordien, par exemple, rapidement, de manière à pouvoir passer un cap. Alors avec des morts, avec de l'inconfort, avec ce qu'on voudra, mais comment ça se travaille en France? Est-ce qu'il y a des pays, par exemple en Europe, qui seraient mieux avancés que nous sur ce sujet? Je ne crois pas qu'il y ait des pays mieux avancés. Je pense qu'il y a des pays qui mettent plus en avant au niveau officiel des éléments spirituels, enfin comme la non-laïcité, quoi. Donc dans un pays non laïque où on peut s'appuyer juridiquement sur des éléments religieux qui spécifient à leur façon le bien et le mal, pas forcément de manière universelle, mais donc on peut mieux. Là aussi, j'ai une autre réponse. C'est qu'en fait, le parti pris est de hyper objectiviser les situations. Alors, pour ne pas prolonger, je vous ai dispensé de quelques diapos, mais il y a quelque chose qui nous interpellait tous pendant le Covid,
c'était qu'on n'avait pas le droit d'aller au cinéma, où on allait se retrouver 10 dans une salle de 100 places, mais où on avait le droit de prendre le métro, où on s'écrabouillait les uns contre les autres. Et donc on dit, mais alors, les gens disent, me foutez du ouf et tout ça. Et je pense là, justement, dans l'objectivisation, on a la réponse qui est donnée par la calcul de risque ISO 31000. C'est-à-dire, en prenant le métro, j'ai un niveau d'exposition qui est très supérieur à celui d'aller au cinéma. Ça, c'est clair. Mais par contre, le rapport coût-bénéfice de prendre le métro parce que je vais travailler, parce que je vais produire de la valeur ajoutée d'utilité sociale, il est très supérieur au rapport coût-bénéfice que j'aille retrouver un film que je pourrais très bien voir à un autre moment. C'est-à-dire que même si le niveau d'exposition il était faible, l'intérêt de choper le Covid en allant au cinéma et en cela quand même d'altérer malgré tout le score moyen, le score global de Covid de la société, il n'était pas bon. Et donc, en fait, le calcul peut permettre une sortie objective de ça. Et ça aurait peut-être été utile au gouvernement de pouvoir avoir une sorte d'arsenal comme ça de computation en disant mais ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Vous pouvez pas aller chez un fleuriste, mais vous pouvez aller acheter des clous. Et peut-être qu'une analyse la plus complète possible des choses permettrait effectivement de répondre, d'avoir une réponse objective avec un score sur le niveau de risque ISO 31000 qui est encouru au cas par cas. Et à travers ça, eh bien, écoutez, en amalgamant, on peut on peut déterminer les éléments d'une politique globale transparente. Bon, on a 30 ans de travail, donc Tom, on ne va pas les faire ici. Mais je veux rappeler que, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ma carrière à la météorologie. Et à la météorologie, c'était le début de la prévision numérique. On se moquait de tous ceux qui voulaient faire de la prévision par informatique, par numérique, tout ça. Aujourd'hui, ça fait 30-40 ans après, il n'y a aucune discussion. L'ordinateur sait faire des choses qu'on n'aurait pas imaginé qu'il sache faire avant. Et je pense qu'aujourd'hui, on saura beaucoup mieux prendre en compte, il y aura toujours de la perfection possible, les éléments sociaux, psycho, politico, en les objectivisant. Déjà, aujourd'hui, on ne modélise plus les foules par de la mécanique des fluides, mais on arrive presque à modéliser les foules en paramétrant chacun des individus, la composant, par exemple. Vous voyez. Donc, je pense que des grands progrès pourront être accomplis, mais il y a 30 à 40 ans de travail. Christian, je te propose de prendre une dernière question, celle de Jérôme Tixier, après, pour conclure, après ça. Pardon, oui, bien sûr. D'accord. Merci. Juste une question peut-être un peu plus technique, mais bon, j'ai un passé dans tout ce qui est méthode d'analyse de risque, et en fin de compte, quand je vois le graphique exposition impact, niveau d'exposition impact, on fait l'hypothèse d'avoir le même poids sur ces deux variables, en fin de compte. C'est volontaire, c'est quelque chose qui a été réfléchi et analysé ou pas dans votre démarche? Non, mais j'ai pas l'impression que j'ai voulu faire passer ça, non. Le niveau d'exposition peut être considérablement modifié, indépendamment de l'impact. Tout dépend vraiment de la nature du risque. Hein. Non, alors, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir, si on prend une valeur d'impact à 1 d'un côté, une valeur d'exposition à 10, et l'inverse, en fin de compte, on a deux situations équivalentes, mais est-ce que sont-elles réellement équivalentes? Et est-ce que vous avez une réflexion sur cette cotation, en fin de compte, pour aller vers la cotation, en fin de compte? Alors après, pour l'impact et le risque, non, j'ai pas de réponse. Après, on est dans un choix qui dépasse. On est revenu dans le qualitatif. Vous avez bien vu que un problème complexe, on l'aborde par le qualitatif parce qu'on ne sait pas. Et puis, on progresse dedans par du quantitatif. Mais de temps en temps, on n'a pas tout. On est obligé de ressortir du quantitatif pour refaire du qualitatif. Je suis entièrement d'accord, mais je voulais savoir si vous aviez pu interroger cette problématique-là. Non, mais oui, quand il y a deux risques équivalents pour des natures différentes, pour des raisons différentes, ben, non. C'est quasi éthique hein, quand même. Oui, d'accord.
Merci d'être venu, Monsieur Tixier, parce que on a beaucoup travaillé avec, à l'IMT à l'ES avec Nicolas Daclin et que je ne sais plus son prénom, Madame Sauvagnargues. Et Qui Sophie était- Soignant, oui, c'est Oui, c'est une collègue à moi, je suis au oui, laboratoire des sciences et risques. Et oui, Nicolas, oui, il fait partie, je le connais très bien, je travaille régulièrement avec lui aussi. et on a vraiment très bien travaillé avec Frédéric Benaben à Frédéric Albi. Albi, Et, oui, on le connaît et bien leur, aussi. euh, et leur système qu'on a appelé Decapod, donc d'immersion virtuelle, c'est aussi une autre voie pour manier de multidimensionnel. Enfin, tout ça, c'est passionnant. Voilà. Oui. Bah, au plaisir de pouvoir participer à nouveau Voilà. à ce type d'entretien, de conférence avec grand C'était le mot de plaisir. la fin, Christian. C'est le mot de la fin, tout ça, c'est passionnant. C'est le mot de la fin. Merci Régis. Voilà. Et merci encore Tom. Hein. Avec grand plaisir, merci beaucoup aux derniers qui ont pu rester connectés. Donc on se retrouve dans un mois, on finira pour communiquer sur les réseaux sociaux. Christian, pareil, je t'expliquerai un petit peu comment on valorise ce replay sur YouTube. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit et on se retrouve le mois prochain pour ceux qui seront là. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci, Christian. Merci. Merci. Bonne journée.